Eh bien, bonjour à tous. Vous avez eu droit vraiment à 2 génériques pour le prix d'un. Donc, c'est fantastique. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver, que vous vous soyez rendu disponible pour cette web conférence d'octobre sur évidemment un titre énigmatique qui est y aura-t-il ou vers un retournement du marché. Après la web conférence du mois dernier qui a très bien fonctionné, où vous nous avez beaucoup écrit sur comment le TPE est un nouveau levier de business pour les professionnels de l'immobilier, on espère aussi que sur cette conférence, nous allons pouvoir vous délivrer un maximum de valeur. Bien sûr, comme à chaque fois, je suis accompagné de la spécialiste du sujet du jour, en l'occurrence ici Alexandra Veria, qui est économiste pour Meilleurs Agents et le groupe Sologer, et du coup, évidemment, pour Aviv Group. Bonjour à tous et je suis ravie de présenter ce webinaire avec toi, Alain. Eh ben moi aussi, j'aime bien quand l'opérationnel, les events et la science sont mêlés pour encore une fois essayer de vous apporter un maximum de valeur. Quand je disais que nous faisions partie tous les deux et que nous présentions cette web conférence pour le groupe Aviv. Le groupe Aviv aujourd'hui évidemment spécialisé dans l'immobilier digital en Europe avec plus de 2000 collaborateurs, et vous connaissez nos cœurs de métier en France avec le groupe Se Loger et Meilleurs Agents, et puis aussi des nouveaux modèles qu'on met pour vous faire gagner du temps et apporter aussi de la valeur aux porteurs de projets, comme par exemple Plateau, qui est un module de prise de rendez-vous pour les visites, que ce soit pour l'ancien d'ailleurs ou pour la location, et qui vont vous faire gagner du temps. À travers ce groupe Aviv, l'ensemble des marques en France, vous connaissez, nous sommes présents avec Se Loger sur l'ensemble des segments, que ce soit bureau commerce, neuf, construire, évidemment le neuf, le résidentiel ancien, partout sur toute la France, et puis luxe résidence et belle demeure pour le luxe. Le luxe d'ailleurs, segment très peu impacté, j'en profite pour vous le dire, sur ce retournement de marché. Donc segment qui se porte plutôt très bien, comme les autres d'ailleurs. À l'intérieur de ça, et on va ensuite rentrer dans le vif du sujet, les solutions que nous on apporte aujourd'hui sont les solutions évidemment que l'ensemble des professionnels de l'immobilier, en tout cas qui couvrent l'ensemble de vos besoins. Ça veut dire d'abord de la captation de mandats pour notamment les secteurs ou les professionnels de l'immobilier qui sont en pénurie de mandat avec nos services. Vous savez que 3 vendeurs sur 4 aujourd'hui estiment leurs biens sur l'une de nos 3 plateformes. La visibilité avec Se Loger, notamment l'offre Duo, mais aussi Expérience Vendeur et nos services Meilleurs Agents, avec 1 million de visites par jour sur les 3 sites. Et là, pour la visibilité, c'est très important de pouvoir se remettre en avant et de trouver les acquéreurs quand il y en a moins avant les autres et de mieux exposer. Ça, c'est la visibilité. Et puis, la captation d'acheteurs, puisque chaque seconde, le groupe Se Loger met en relation 2 porteurs de projets. J'ai envie de vous dire qu'il était normal quand même on se représente pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis aujourd'hui, on a un agenda avec 3 ou 4 grandes rubriques et on va se partager la tâche avec Alexandra. On va rapidement refaire un bilan et voir ce qui s'est passé au niveau des volumes, des prix sur ce marché toujours dynamique, mais cachant évidemment un certain nombre de disparités. Pourquoi? C'est vous qui nous avez demandé à un moment donné, soit à travers les retours de questionnaires, de pouvoir avoir un peu plus de vision et des clés surtout pour décoder ce qui se passe sur l'emprunt et ce qui se passe sur l'offre et les volumes. Plutôt que d'avoir toutes les semaines, tous les 2 jours, quelqu'un qui commente, et des fois à juste titre, une notion de prix qui monte ou qui descend, d'avoir plutôt des clés pour décoder. C'est ça l'objectif premier ici. Puis derrière, on verra d'essayer de comprendre ces clés, et là, c'est Alexandra qui va s'y coller. Et puis, on regardera quelles solutions après on met en œuvre selon les différents types de marchés. Ce que j'avais envie de vous dire, oui, c'est que c'est vous qui nous le demandez. Deuxièmement, il y a certains signaux de nos économistes qui peuvent aussi porter ou en tout cas nous interroger. Donc, on va essayer de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser. Et puis, vous savez que vous allez recevoir cette présentation. Elle est importante parce que certains d'entre vous ne l'auront pas vue peut-être dans sa totalité. Certains auront besoin de revoir 2 ou 3 fois certains chapitres qui peuvent être un peu nouveaux. Donc, vous recevrez ça avec en cadeau le communiqué de presse d'ailleurs du mois d'octobre et puis cette présentation complète. Et vous pourrez vous poser aussi vos questions à la fin. Donc, ce marché ou ce bilan, on voit que c'est un marché évidemment toujours dynamique. Bien entendu, il y a une très bonne dynamique. Je vous rappelle qu'on était sur des marchés exceptionnels sur les 2 dernières années, qu'on va revenir certainement à quelque chose de beaucoup plus classique. En tout cas, on va sentir une décélération globalement de prix, mais sur les volumes,
sur des années historiques, il fallait bien qu'à un moment donné, les gens disaient jusqu'à quand? Jusqu'à quand c'est arrivé? Ces années records qui étaient d'1,2 million, nous, on fait des projections, en tout cas, et on va expliquer pourquoi on arrive à ce chiffre-là. À la fin 2022, à plutôt des projections d'1,1 million transactions, ce qui est un marché très important et très dynamique. Bien sûr, à l'intérieur de ça, il y a des disparités parce qu'il y a des marchés différents. Alexandra va vous les segmenter tout à l'heure. Il y a des différents types de porteurs de projets. C'est pas pareil un primo-accédant, un secondo-accédant, un investisseur aujourd'hui. Eh bien, il y a des comportements, on va voir évidemment différents. Et puis, je vous disais tout à l'heure que tiens, le luxe, segment peu impacté. Par contre, le neuf, segment assez impacté, moins 15, moins 17% de réservation en neuf là sur les 2 premiers trimestres. Et on va s'attacher, nous, au marché global et notamment du résidentiel, évidemment, dans l'ancien. Et on va pouvoir évoquer, j'espère, tous les sujets, c'est-à-dire les prix, l'offre et la demande, le financement et les volumes. Donc, si aujourd'hui, on dit, comme on pourrait entendre, mais est-ce que on est prêt de repasser sous le seuil du million de transactions? Nous, en tout cas, où les équipes de data scientists représentées par Alexandra aujourd'hui sont plutôt sur un scénario peu probable, et il l'explique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure de clé de décodage, c'est que c'est pas au doigt mouillé, entre guillemets, ou en lisant le dernier article, le dernier son de cloche, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a des résultats déjà et un certain nombre de data très, très rapidement parce qu'on a un certain nombre de données croisées en plus maintenant avec ce loger meilleurs agents plus tous nos clients, notamment dès l'offre et non pas seulement aux actes authentiques. Et les projections nous amènent plutôt à 1,1 million. Pour qu'elles descendent en deçà du seuil du million, il faudrait qu'on ait 25% des compromis ou des promesses aujourd'hui qui n'aillent pas au bout pour une raison ou pour une autre. Et nous, on pense que c'est un scénario peu probable que 25%, c'est-à-dire une promesse sur 4 aujourd'hui, n'aboutissent pas. Donc, on maintient encore nos projections sur plutôt 1,1 million, avec toujours des disparités selon les marchés et les régions. Là, pour les régions, on voit bien que c'est toujours le rural qui tire les prix vers le haut avec plus 8% entre septembre 2021 et 2022. Et puis sur la France, on voit qu'il y a presque 6% quand même d'augmentation sur les prix. Les 50 plus grandes villes de France, vous voyez, c'est le top 50, là, c'est 5,4. Les 10 plus grandes métropoles, on voit bien là que ça commence à se resserrer, 4,9 quand même. Et puis Paris, qui est souvent annonciateur un peu d'une tendance, est à moins 1,2. Donc, on va regarder, et on sait très bien qu'on est dans une période cyclique, que l'immobilier, c'est cyclique, et on vient de terminer un cycle pour rentrer dans un autre. Et parfois, on dit que les baisses de prix ou l'érosion, elle arrive sur les 18 mois, mais que c'est une érosion très lente en réalité. Il n'y a pas, comme certains nous demandent, mais est-ce que les prix vont baisser de 10-15%? Ça ne fonctionne pas comme ça jusqu'à présent, et on va rentrer dans un cycle où il y a une décélération, et encore une fois, selon le type de bien, selon les marchés et selon les acheteurs. Et on va regarder pour vos régions, qu'est-ce qui se passe. Donc, on a des villes qui marquent le pas, qui étaient vraiment en augmentation très forte. Je pense à Rennes, par exemple, ou je pense à Nantes ou à Bordeaux. On voit que des villes comme Bordeaux, comme Paris, Toulouse, dans une moindre mesure, marquent le pas. En revanche, c'est paradoxal et en même temps, il y a de l'explication parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a un peu moins d'octroi de crédit, soi-disant, il y a un peu moins de pouvoir d'achat. Et pourtant, des villes comme Marseille et Strasbourg, avec une offre qui s'est pourtant raréfiée, sont en augmentation de plus 9 et plus 0,8% pour plus 8,7 pour Strasbourg. Donc, il y a encore des villes sur lesquelles elles sont parties peut-être plus bas en termes de prix, dans lesquelles il y a encore beaucoup de demandes, une demande d'ailleurs qui est soutenue un peu partout, mais fortement supérieure à l'offre dans les 2 villes que je viens de citer. Bien sûr, l'écart se resserre. Sur les 2 dernières années, on a beaucoup parlé de l'envol et du prix qui était tiré vers le haut, notamment par les maisons. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, c'est toujours le cas, mais ça se resserre. On voit que l'écart là se resserre entre l'augmentation des appartements et des maisons. Et puis, dans ce contexte de pénurie, l'offre a tendance à se stabiliser et dans certains endroits à se reconstituer doucement parce qu'il y a eu beaucoup de transactions. Et on voit bien que donc les stocks se sont vidés. On voit sur les appartements la courbe verte qu'on est à près de moins 30% depuis 2018 de stock d'appartements à vendre et presque moins 54 sur les maisons aujourd'hui, sur le fait qu'elles se sont encore plus vendues et puis que par d'autres phénomènes
je pense aussi à la construction sur les promoteurs de rachat de beaucoup de maisons, eh bien, il y a une offre qui se raréfie encore plus sur les maisons. Mais on voit que la courbe, les deux courbes reprennent un peu du poil de la bête, c'est-à-dire que les stocks, petit à petit, se reconstituent. Alors, on a vu l'impact que ça a eu on a vu les volumes et les prix. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour décoder l'impact de la remontée des taux, puisque aussi bien le législateur, le marché ne nous ont pas épargnés sur les taux, mais quel impact ça a? Et est-ce que tu peux nous présenter cette nouvelle grille de lecture pour essayer de bien maîtriser ce sujet du financement qui devient essentiel aujourd'hui? Tout à fait. En fait, comme tu le disais, Alain, jusque-là, tu nous as parlé pour l'année précédente d'un dynamisme de marché, que ce soit tant en termes de volume que de prix. On voit bien, c'était un marché très dynamique. Là, comme on l'entend beaucoup, on fait face à une remontée des taux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on vous propose de découvrir pour cette webconférence. Mais arrêtons-nous quelques instants sur les taux qui remontent. Sur ce graphique, ce que vous pouvez voir, c'est que effectivement, sur les 5 dernières années, on était dans un contexte de taux très favorable, des taux très bas, et même au début de l'année, en janvier, on pouvait emprunter à 20 ans autour des 1%. Et là, on est dans un monde qui change, des taux qui remontent, et aujourd'hui, sur 20 ans, on emprunte plus autour des 1,9%. Et ce taux va continuer à augmenter. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire pour les ménages? Ça veut dire que le coût du crédit va augmenter et donc forcément, le marché va être impacté et particulièrement la demande. Mais quel impact sur la demande? Pour voir ça, on a décidé de regarder un indicateur qui est le taux d'effort, parce que c'est un indicateur de solvabilité de la demande. Et pour rappel, c'est le rapport entre le montant du remboursement mensuel de l'emprunt et les revenus disponibles du ménage. En d'autres termes, c'est la part des revenus que les ménages consacrent au remboursement de leur prêt immobilier. Alors, ça peut paraître, Alexandra, au départ comme ça, légèrement indigeste et complexe. Néanmoins, celui d'entre vous ou ceux d'entre vous professionnels de l'immobilier qui vont remaîtriser les fondamentaux de la découverte financière avec l'acheteur et de la maîtrise, vous allez prendre des parts de marché sur vos confrères qui ne maîtrisent pas ça. Et aujourd'hui, on voit bien, et c'est pour ça qu'on a voulu faire un chapitre entier avec Alexandra, sur reprenons les bases et réexpliquons ce qu'est par exemple ce taux d'effort pour comprendre bien le mécanisme plutôt que simplement, tiens, il y a une petite hausse ou une petite baisse. Je te prie de m'excuser, Alexandra. Non, mais... tout à fait. Et raison de plus, pourquoi regarder ce taux d'effort, c'est qu'il est facilement comparable au seuil de 35%. Ce seuil, c'est le seuil maximum que les banques autorisent. C'est-à-dire, un ménage qui va dépasser un taux d'effort de 35% n'aura pas son prêt. Donc, on va pouvoir, dans ce qui suit, comparer le taux d'effort à ce seuil de 35%. Et dans ce que vous allez voir, on a pris l'exemple d'un ménage composé de 2 adultes avec des revenus localisés à la ville. Donc ça, ce sont des données de l'INSEE. Et nous avons simulé l'achat d'un bien de 50 mètres carrés au sein de la commune de résidence avec un crédit sur 20 ans. Et pour ce crédit, nous avons regardé plusieurs taux. Tout d'abord, le taux en vigueur aujourd'hui, au 1er septembre 2022, à 1,9%. Et nous avons fait ensuite différents scénarios pour la fin d'année jusqu'au début d'année prochaine. Donc, on a une hypothèse privilégiée qui a un taux qui devrait arriver à 2,75%. Pourquoi c'est notre hypothèse privilégiée? On l'a formulée à partir des annonces de la Banque centrale européenne et aussi au regard des évolutions des taux d'intérêt dans les pays voisins pour lesquels le taux d'intérêt n'est pas limité par le taux d'usure. Alexandra, tu m'as laissé taux d'usure. Oui. Donc, j'avais dit que grâce à la non-hausse du taux d'usure, tout le monde va maîtriser maintenant et le financement et le taux d'usure. Donc, j'en profite pour glisser juste, Alexandra, le fait que ce taux d'usure qui est remonté à 3,05, je réexplique ce que c'est rapidement. C'est le coût maximum, c'est une protection de la loi, donc le coût maximum d'un coût d'un crédit en réalité. Dedans, il y a évidemment le taux de crédit, mais ajouter les frais de garantie, hypothèque ou autre, la marge de la banque, et tout ça, aujourd'hui, est plafonné à 3,05 de mémoire. Voilà quel est le taux d'usure. Alors, il y a déjà des dossiers qui ont été un peu débloqués, tant mieux. Certains vont
mettre en avant ou dire ce taux d'usure, il faudrait peut-être que les marges des banques soient bloquées, puisqu'à partir d'un certain seuil, peut-être qu'elles n'ont plus autant envie de prêter que ça. Et d'autres vont dire il faudrait carrément que ça remonte à 4 ou 5%. Ce n'est pas l'objet ici, c'était juste l'objet de redire, comme on parle de taux et de taux complet avec frais de crédit, de repréciser ce qu'était le taux d'usure, qu'on vous mettra d'ailleurs en définition, en dessin. On vous enverra ça avec le PowerPoint dans un slide bien à part sur ce qu'est le taux d'usure. Merci Alain. Effectivement, c'était utile de rappeler ce qu'est le taux d'usure, d'autant plus que là, les taux dont je vais parler dans la suite de la présentation, donc 1,9% aujourd'hui, 2,75% dans notre hypothèse privilégiée et 4% dans une hypothèse plus extrême, ne comprennent pas les frais liés au crédit. Donc, une fois ces hypothèses posées, on peut regarder au cours du temps comment a évolué ce taux d'usure. Comme pour les taux, ce qu'on remarque sur ce graphique, c'est que pour les 5 dernières années, encore une fois, on était dans un taux d'effort qui était particulièrement bas. Et même si depuis le début de l'année, ce taux d'effort commence à remonter, on atteint 28% aujourd'hui, il reste en dessous de ce seuil de 35%. Et ça, comment ça se traduit? Ça se traduit par des ménages qui vont rester globalement solvables, et ce, malgré la hausse à venir. Dans notre hypothèse la plus extrême, avec des taux qui remonteraient jusqu'à 4%, ce taux d'effort atteindrait 34%, donc c'est vrai qu'il frôlerait ce seuil de 35%, mais il resterait néanmoins acceptable et il irait jusqu'à 30% dans notre hypothèse privilégiée. C'est plutôt des bonnes nouvelles, même si c'est encore élevé pour certains, et bien même si les emprunts augmentent avec une inflation de manière à 5 ou 6, forcément, c'est toujours intéressant d'acheter. Et on voit bien que pour une majorité, on va voir combien d'ailleurs, le marché va rester dynamique. Exactement, parce que c'est ce qu'on voit sur cette carte. Globalement, la France va rester au vert. Et quand je dis ça, je veux dire que 60% des ménages dans cette hypothèse de taux à 2,75% resteraient solvables. Alors, vous voyez néanmoins qu'il y a des différences. On revient au global, tout est au vert, mais on voit quelques points rouges. Mais c'est des points que l'on connaît déjà. Les grandes métropoles, je pense notamment à la métropole parisienne, les littoraux, les stations de ski. Mais globalement, si on s'intéresse à la France, ce taux devrait rester bon. À noter quand même que les endroits les plus impactés par la remontée des taux, ce sont les endroits déjà chers où le taux d'effort est déjà très important. Prenons l'exemple de Paris. Aujourd'hui, avec un taux de 1,9%, un ménage qui veut acheter un bien de 50 mètres carrés a un taux d'effort en moyenne de 69%, qui est déjà très élevé et, comme vous le comprenez, bien au-dessus des 35%. Avec notre hypothèse de taux à 2,75, ce taux d'effort passerait à 74%, soit 5 points de pourcentage en plus, et irait jusqu'à 83% avec des taux à 4%, soit 14% de plus. Donc là, on a un impact qui est très fort à Paris, là où c'est déjà cher, ce qui est moins vrai, par exemple, dans le rural, où aujourd'hui, le taux d'effort est à 17%, il passerait à 19%, soit 2 points de plus, avec un taux à 2,75%, et 21% avec un taux à 4%. Donc, ce sont vraiment les zones les plus chères qui vont être les plus impactées. Et si on regarde l'ensemble des 51 plus grandes villes de France, avec un taux à 2,75%, c'est 60% des plus grandes villes qui garderaient un taux d'effort acceptable, et avec un taux d'intérêt à 4%, on aurait 50% des plus grandes villes qui garderaient un taux d'effort acceptable et où donc la solvabilité des ménages resterait bonne. Parfait, très clair. Qu'est-ce qu'on a à retenir? La hausse des taux d'intérêt impacte déjà inévitablement la demande, ça on l'a vu. Quel que soit le scénario, le taux d'effort en France restera à moins de 35% en moyenne. Après, vous de repérer là dans le document d'avant où se situe votre ville. Et puis les territoires avec le taux d'effort le plus élevé seront les plus impactés par la hausse des taux d'intérêt, ce qui est assez logique. Et puis la baisse de la demande sera particulièrement marquée à Paris. On le voit déjà. Sur Paris, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit déjà que les délais de vente sont plus longs, on voit déjà qu'il y a plus de négociations, on voit déjà qu'il y a une décote qui se réopère entre les moyennes et les grandes surfaces alors que ça avait tendance un peu à se lisser. Donc on voit déjà, en tout cas dans le réel, les impacts. Alors,
est-ce que c'est la nouveauté ou un nouvel indicateur en tout cas qu'on va voir maintenant? Juste, je l'introduis peut-être et puis je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on balaye tout pour bien comprendre les différentes clés, c'est-à-dire les volumes, les prix, la demande, l'offre. Donc, du coup, on en est où des stocks? Et là, on a la chance d'avoir un nouvel indicateur, encore une fois pour décoder, pour être sur du structurel et pas seulement des informations à la semaine ou au mois, entre guillemets, qui sont aussi importantes. Mais là, on essaye de livrer des clés. Donc, ce nouvel indicateur, grâce au rapprochement de meilleurs agents et de se loger au sein du groupe Aviv, on a l'ensemble des données se loger avec plus de 70 000 données de professionnels de l'immobilier client, plus d'1 million d'annonces diffusées, un poste d'observation évidemment qui est privilégié sur les biens à la vente et sur tous les segments de marché, plus les équipes évidemment de data scientists et les données de meilleurs agents. On a, grâce à cette méthodologie scientifique, dédoublonné évidemment les annonces pour que ce soit plus précis. Et puis, évidemment, on suit ces annonces postées par cohorte d'agences. Si vous avez une question sur la cohorte d'agents, vous écrivez à Alexandra Verliac parce que je suis bien incapable de vous expliquer ça. Je sais juste qu'on a collecté l'ensemble des données et que c'est la première fois qu'on a une base de données et un indicateur aussi fort. Et c'est là qu'on peut regarder, Alexandra, quel est l'impact en fait. Exactement. Et en fait, comme tu le disais tout à fait, pour être complet et comprendre ce qu'il se passe sur le marché, il faut regarder la demande comme on vient de le faire, mais aussi l'offre. Et comme tu l'as dit en introduction, Alain, on est dans un contexte de pénurie en moyenne en France. Et c'est ce que vous voyez ici sur la courbe bleue. Donc, ces courbes, qu'est-ce qu'elles représentent? C'est des indices du stock de biens à vendre. Donc, globalement, ce que l'on voit, c'est qu'en France, depuis 2018, le stock de biens sur le marché a diminué. Et ceci est particulièrement vrai sur le segment du rural, où le nombre de biens à vendre a baissé de 50% depuis 2018. Ce constat est un peu moins vrai dans les villes et les zones plus urbaines, où dans le top 50, donc les 50 plus grandes villes de France, les stocks ont diminué mais ont commencé à se reconstituer. C'est d'autant plus vrai dans les 10 plus grandes villes de France. Et à Paris, les stocks ont fait plus que se reconstituer. Donc, on n'est pas dans un contexte de pénurie à Paris. On a fait cet exercice pour les 51 plus grandes villes de France, mais pour simplifier l'analyse, on a classifié chacun de ces marchés dans 4 catégories différentes, allant d'une forte pénurie à une forte suroffre. Mais regardons d'abord quelques exemples. Je vous parlais de Paris. Qu'en est-il? Ce que l'on voit, c'est qu'on a eu une légère baisse depuis 2018 jusqu'à la crise, et suite à la crise, des stocks qui se sont reconstitués, même plus que ça, avec une accélération depuis le début de l'année. Donc, une demande qui n'est pas là pour absorber ce surplus de biens mis en vente. Et regardez ce chiffre, depuis le 2018, on a 52% de biens à vendre en plus à Paris. Donc là, Paris, c'est vraiment l'exemple typique de ville en forte suroffre. On peut ajouter, si tu permets, Alexandra, que ça se traduit comment sur le terrain? Toujours les témoignages de nos 13 000 professionnels avec qui nos clients, en réalité. Ça se traduit par 2-3 phénomènes. Le premier, des délais de vente qui s'allongent, plus d'estimations à faire, et puis des négociations plus difficiles, des délais de vente plus longs. Et je vous disais, des décotes beaucoup plus faibles. Des décotes qui reviennent à la normale, entre les grandes surfaces et les petites surfaces, par exemple. Voilà, juste cette précision, Alexandra. Dans une moindre mesure, on peut regarder Toulouse, où là aussi, le stock d'appartements à vendre a baissé au moment de la crise. Le stock s'est reconstitué avec une accélération depuis le début de l'année. Donc, on a un retour à la situation de 2018 avec quand même 12% d'appartements à vendre en plus. Donc, Toulouse, c'est un exemple de ville en légère suroffre. De l'autre côté, on peut regarder Rennes. Rennes, on voit que les stocks ont diminué. Ils tendent à se reconstituer, surtout depuis le début de l'année, mais on n'est toujours pas à la situation de 2018 avec 17% d'appartements à vendre en moins. Donc là, à Rennes, on peut parler de légère pénurie. Alors, Rennes, c'est tout ce qui est illustré, en tout cas, dans ce qu'on a présenté, nous, quand on vient vous rencontrer en région, et dont tu es l'auteur, Alexandra, sur la mobilité des Français. Et on voit bien qu'il y a eu un grand mouvement vers l'ouest. Donc, ça a beaucoup déstocké sur une ville comme Rennes, qui en plus est une ville étudiante, donc elle a intéressé et des primo-accédants et des gens en semi-résidence principale, semi-secondaire, et aussi des investisseurs. Donc, il est logique
à un moment donné qu'on soit en légère pénurie sur Rennes. Ceci explique cela. Et maintenant, regardons un dernier exemple qui est l'opposé du cas parisien, Marseille. Marseille, comme vous avez pu l'entendre, c'est la ville, la grande gagnante de la nouvelle géographie immobilière post-Covid qui a attiré beaucoup de monde après la crise. Et ce qu'on voit à Marseille, c'est que depuis 2018, les stocks n'ont cessé de diminuer. Et depuis 2018, ils ont baissé de moitié. Donc là, vraiment, à Marseille, on peut parler d'une forte pénurie. Ah oui, parce que les biens à vendre sont divisés par 2 depuis 4 ans. Marseille, avant 2020, avait un indicateur notamment sur l'emploi qui n'était pas super favorable, qui fait qu'il n'y avait pas ces grands mouvements encore. Et là, on voit bien qu'il y a près de 10 000 Île-de-France et Lyonnais, surtout, qui descendent vers Marseille, puisque c'est 10 000 personnes qui arrivent chaque année. Donc, on comprend bien aussi que ce soit pour les investisseurs, les primo-accédants, les secondo-accédants et les semi-résidences principales et semi-secondaires. Le sud-est et Marseille, dans le sud en particulier, sont des villes qui sont en forte pénurie et toujours très attractives parce qu'elles sont parties en fait de très loin pour des grandes métropoles sur des prix au mètre carré. Puisque Marseille, c'était 3003, 3004, 3005, alors qu'ailleurs, il y avait déjà au moins 1000 ou 1500 euros de plus au mètre carré, alors que c'est la deuxième ou troisième grande ville de France. Et maintenant, si on résume ce qu'il se passe pour ces 51 plus grandes villes, on voit bien que 43 d'entre elles sont en pénurie, 30 en forte pénurie et quelques-unes, donc 8, en suroffre. Sur ces villes en suroffre, vous voyez qu'on voit des villes dont on a parlé les dernières années qui attiraient, dont les prix ont augmenté. On pense notamment à Bordeaux, Nantes, Lyon. Et donc, le cas parisien dont je vous ai déjà parlé, là où on est en suroffre. À retenir, la hausse des taux intervient dans un contexte général de pénurie de biens à vendre au niveau national. Cette situation est particulièrement vraie dans les marchés devenus attractifs dans la géographie immobilière post-Covid. Je ne sais pas si on peut appeler ça le périurbain. Chez les data scientists, on appelle ça comme ça souvent. Et au contraire, certains marchés de grandes métropoles comme Paris ou Lyon se trouvent en situation de suroffre. Donc, c'est à vous de regarder en fait dans quel marché vous êtes, soit votre ville complète, soit un type de bien, ça va dépendre de vos secteurs, et de regarder, on va le voir juste à la fin de cette présentation, tiens, quelles sont les bonnes pratiques remontées par les professionnels de l'immobilier avec qui on s'entretient quotidiennement pour quelle politique commerciale ils mettent en œuvre sur ces nouveaux marchés, avec parfois des nouveaux collaborateurs qui n'ont pas connu des marchés qui étaient en train de changer de cycle. Oui, quelle répercussion sur le marché, Alexandra? Et effectivement, il est temps maintenant de regarder notre grille de lecture et de comprendre ce qui se passe sur le marché, maintenant qu'on a regardé à la fois l'offre et la demande. Donc, quand on croise les deux, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous l'avez compris, des situations différentes selon les territoires, avec des zones où on fait face plutôt à des pénuries de biens et des zones où on a plutôt une suroffre. Et concernant la demande, on a des zones, des marchés qui vont être faiblement impactés par la remontée des taux face à des zones qui vont être plus impactées et où la demande va être plus faible. Regardons déjà pour les zones en pénurie. Donc, là, pour les endroits en pénurie, ils vont faire face à deux cas. Tout d'abord, là où la demande va être peu impactée. Donc, c'est-à-dire là où le taux d'effort va rester en moyenne en dessous de 35%, là, les ménages vont rester solvables et donc la demande devrait rester là. Pour ceci, ces marchés-là devraient être épargnés d'un retournement de marché, de baisse de prix. Concernant toujours ces endroits en pénurie, donc où on manque de biens à vendre, mais qui vont, excusez-moi, j'ai oublié quand même de vous donner un exemple sur les marchés épargnés. On parle de la France au global, donc comme je vous le disais, plutôt un contexte de pénurie avec une demande qui va rester bonne parce que des ménages solvables, et c'est notamment aussi le cas des marchés ruraux. Je reprends mon explication. Donc, pour ces lieux en pénurie, mais qui vont faire face à une demande affectée par la remontée des taux, parce qu'un taux d'effort qui va grimper, une demande qui va baisser parce que des ménages moins solvables, ces marchés-là, on va dire qu'ils sont très résilients. Très résilients, pourquoi? Parce que certes, la demande va baisser, mais face à une offre qui est faible. Donc là, on va trouver un équilibre et ces marchés vont résilier à un retournement de marché et donc à des baisses de prix. On a un exemple là? Ouais. Tout à fait, des exemples.
Pour des marchés en forte pénurie, mais très résilients, on pense à Montpellier ou Marseille, comme on l'a vu. Pour des marchés résilients, mais un petit peu moins, on pense aux 50, de façon générale, aux 50 plus grandes villes de France, ou dans les 10 plus grandes villes de France, on peut penser à Rennes, Lille, Nice ou Strasbourg. Maintenant, si on regarde les endroits qui présentent de la suroffre, donc beaucoup de biens sur le marché, là où la demande va baisser, on va avoir un déséquilibre. Effectivement, une offre qui est forte, une demande qui va tirer vers la baisse liée à la remontée des taux. Donc là, dans ces marchés-là vont être vulnérables à ce retournement de marché et devraient connaître des baisses de prix. Quelques exemples, on pense aux 10 plus grandes villes de France, à Toulouse, Nantes, Bordeaux, et pour des marchés très vulnérables, on pense particulièrement à Paris et à Lyon. Segment dont on n'a pas parlé, c'est les endroits en légère suroffre où la demande devrait rester bonne, mais là, c'est des marchés qui ne sont pas attractifs. Gardez en tête ces 4 couleurs pour que quand on est sur le rouge et le orange, forte pénurie, légère pénurie, on essaiera de regarder tout à l'heure des actions commerciales liées à un travail sur les vendeurs et sur la légère suroffre, sur les acheteurs, aller chercher des mandats, et sur le bleu et le vert, on va être donc sur toujours pareil des fondamentaux d'acheteurs, mais aussi un travail sur les vendeurs, notamment de faire atterrir ces vendeurs sur les prix notamment, mais pas que. Donc je vous garde ça pour tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'il allait se passer sur le marché, où chaque spécialité territoriale se situe, nous pouvons apporter quelques perspectives. Pour ça, nous avons fait des hypothèses concernant le contexte économique. Donc, tout d'abord, l'inflation qui devrait rester forte, au-dessus des 4% tout au long de l'année selon la Banque de France. Un dynamisme économique plutôt bon avec par exemple un taux de chômage qui devrait rester stable en dessous des 8%, encore selon la Banque de France. Et concernant le crédit, là effectivement, comme les taux d'intérêt vont monter, on pense à une baisse de la production de crédit de moins de 20% en comparant avec ce qu'il s'est passé sur les crises précédentes. Et comme je le disais depuis le début, on table sur un taux d'intérêt à 20 ans à 2,75%. Attention toutefois, ces hypothèses, nous les formulons aujourd'hui, mais il y a des facteurs qui restent à surveiller qui pourraient remettre en cause nos prévisions, les modifier un petit peu. Et ces facteurs de risque auxquels on pense, ce sont l'aggravation de la crise énergétique, une spirale inflationniste, des tensions sur les dettes souveraines en Europe ou encore une aggravation de la situation géopolitique. Une fois ces hypothèses posées et au regard de la grille de lecture que l'on vous propose, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution de prix pour les 12 prochains mois? Pour les marchés qui devraient être épargnés, donc on pense plutôt à des augmentations de prix, certes moins fortes que sur les années précédentes, mais toujours en augmentation. Donc sur les marchés épargnés, selon les catégories, on pense à de 2 à plus 5%. Pour les marchés résilients, on pense à des augmentations de 1 à 3%. Et pour les marchés très résilients, ça irait de 2 à plus 4%. En revanche, les marchés vulnérables, eux, connaîtraient des baisses de prix jusqu'à moins 1%. Et pour les marchés très vulnérables, on pense de moins 2 à moins 3%. Au global, sur la France, sur les 12 prochains mois, on pense à 3% d'augmentation de prix en France. Donc toujours une augmentation des prix qui devraient continuer à monter, mais de façon moins forte quand on pense aux 6% dont tu parlais, Alain, en début de présentation sur les 12 derniers mois. Au regard des volumes de transactions, on pense effectivement, là aussi on estime une baisse de la production de crédit qui devrait se ressentir sur le niveau de transaction, mais pas de façon drastique. On resterait à un niveau plutôt bon, autour des 950 000 transactions en France. Donc, toujours un bon niveau, bien que plus faible. Donc 1 100 000 jusqu'à 2022 et d'ici septembre 2023, 950 000 encore. Et on va regarder s'il y a quelques clés, s'il y a moins de transactions, comment certains d'entre vous vont pouvoir maintenir leur niveau de transaction et chiffre d'affaires, voire prendre des marchés aux concurrents ou aux particuliers, parce que je vous rappelle que près de 30% aujourd'hui des transactions sont effectuées par le particulier. Ça représente entre 3 et 400 000 transactions où il y a des parts de marché à prendre en mettant en place une certaine politique commerciale et une certaine
stratégie et une posture aussi que certains ont et d'autres doivent peut-être s'améliorer, comme nous tous. Et si on regarde aussi plus de spécificité en termes d'évolution de prix, donc, et si on regarde nos segments classiques dont tu as parlé Alain en introduction, on imagine des baisses de prix à Paris allant jusqu'à moins 3% pour se rapprocher de la barre des 10 000 euros le mètre carré. Alors, ces derniers jours, on a attendu que Paris atteigne déjà les 10 000 euros le mètre carré. Dans nos données, ce n'est pas ce que l'on voit. Depuis le 1er juin 2022, on a 65% des transactions qui sont encore faites au-dessus de 10 000 euros le mètre carré. Donc, ce que l'on voit, nous, de notre côté, c'est qu'on n'y est pas encore. On devrait y tendre d'ici septembre 2023, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Et certains nous disent que quand on parle de Paris, pour nous, on parle vraiment de Paris intramuros et on ne parle pas de la périphérie, enfin de l'extérieur. On répondra aux questions tout à l'heure. Concernant les 10 plus grandes villes de France, très légère augmentation, plus 1%, un peu plus fort pour les 50 plus grandes villes de France, allant jusqu'à 3%, et les zones rurales qui continuent toujours à augmenter un peu plus que le reste de la France, avec plus 5% pour les 12 prochains mois. Et dernière prévision que l'on peut vous apporter, d'ici septembre 2023, qu'est-ce qu'il va se passer en détail pour chacune des 10 plus grandes villes de France? Donc, comme je le disais, on fait face à des marchés vulnérables, Bordeaux, Toulouse, qui devraient connaître des baisses de prix de 1%, des marchés plus vulnérables encore, Lyon, on estime moins 2% d'ici 12 mois, et Paris, comme je le disais, moins 3%. À Lille, les prix devraient rester stables, et dans l'ensemble des autres villes, on devrait continuer à avoir des prix augmentés, certes légèrement, mais continuer à augmenter, avec plus 2% pour Nice, Strasbourg, Rennes ou Nantes, et des marchés en hausse un peu plus forte, avec plus 3% pour Montpellier et plus 4% pour Marseille. Génial. Merci beaucoup, Alexandra. On arrive à l'avant-dernière ou dernière partie. Donc, il y a des questions qui nous remontent. Donc, on est en train de les classer là avec Alexandra et Héloïse et on va y répondre à la fin. Ce qu'on vous propose, c'est deux choses là. D'abord, on s'est dit que au-delà de cette web conférence sur les tendances marché et tout ce qu'on va vous envoyer en complément, on pouvait séparer deux choses, c'est-à-dire se dire, bah, tiens, sur les marchés qui sont en suroffre, ou sur les marchés qui sont en pénurie de biens, puisque j'ai la carte de prospection dans moi, on a un service dans le groupe Aviv par Meilleurs Agents qui est cette carte de prospection qui est faite pour vous. Je vous propose de regarder pendant une minute à quoi ça correspond et pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'utilisent pas aujourd'hui pour aller chercher des biens avant les autres, c'est une des clés. Et puis ensuite, on regardera juste après ça qu'est-ce qu'on a pu recueillir nous comme solution sur des marchés qui étaient en pénurie et pouvoir vous les livrer, entre guillemets. Donc là, je vous propose de passer ces 1 minute 10 sur la carte de prospection et pour où est-ce que j'en suis. Puis après, si vous avez envie de savoir plus, vous appelez votre conseiller et puis il vous fera une démonstration tout simplement. Mais je voulais à nouveau vous remontrer de quoi il s'agissait. Donc, je vais l'envoyer. Vous connaissez Pierre ? Comme vous, c'est un professionnel de l'immobilier et comme vous, il fait beaucoup de prospection terrain pour trouver de futurs vendeurs. Pour aider Pierre à les rencontrer et augmenter ses chances de décrocher des mandats, Meilleurs Agents a créé la carte de prospection, un outil qui lui permet d'être plus efficace au quotidien dans le ciblage, la gestion et le suivi de sa prospection terrain. Comment ça marche ? Quand des particuliers comme Julie font une estimation immobilière, Pierre est averti en temps réel. Il découvre alors les estimations réalisées dans son secteur et peut ainsi localiser ses zones de prospection. C'est simple et précis. En un coup d'œil, il identifie les projets les plus urgents avec le détail des informations qui concernent le bien. Il veut en savoir plus sur le projet ? Pierre a accès au montant de l'estimation moyenne donnée aux particuliers par Meilleurs Agents. Il voit s'il s'agit d'une première estimation ou d'une réestimation. Ainsi, Pierre peut prioriser ses actions de boitage et choisir les biens qu'il souhaite prospecter. Une fois sur le terrain, Pierre peut facilement s'orienter avec la géolocalisation. Grâce à sa carte de prospection, il retrouve les projets de sa sélection, mais aussi tous ceux de son secteur et fait ses commentaires directement sur son mobile. En la consultant tous les jours, Pierre peut découvrir des nouvelles zones de prospection avant ses concurrents. Résultat, il gagne du temps, optimise sa prospection et reste motivé. Vous êtes intéressé ? Contactez vite Meilleurs Agents.
sais pas si vous avez vu la carte de prospection. Si vous l'avez vue, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vue, ben, il suffit de nous appeler et on vous fera évidemment une démonstration. En tout cas, ce qu'il faut retenir au-delà de ça, c'est que, et je vous l'avais promis, nous on a interrogé une centaine de professionnels, toutes régions confondues, pour dire aujourd'hui, quand vous êtes en pénurie, c'est-à-dire quand vous n'avez pas d'offre, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, certains nous ont dit, ben, parfois, je vous avoue qu'on n'était pas très structuré, on n'a pas mis en place toutes les prospections offline et online, donc on manquait beaucoup de choses, mais le marché nous portant, on y arrivait quand même. Certains se sont aperçus qu'ils n'étaient pas assez visibles, ou en personal branding, ou sur les différents supports. D'autres s'aperçoivent, et c'est le reproche numéro 1 que fait le particulier aux professionnels de l'immobilier, c'est l'absence de suivi. Donc aujourd'hui, il va y avoir à mettre en place ou à remettre en place pour certains un suivi des vendeurs pour faire quoi? Les faire atterrir sur le bon prix de marché. Et on verra tout à l'heure qu'on a un outil qui s'appelle Inventory, nous. Et puis, évidemment, en profiter pour rappeler et faire le tri, c'est-à-dire rappeler l'ensemble de vos estimations des, allez, on va dire des 12 derniers mois, et puis rappeler et suivre ces estimations, peut-être d'abord étudier et faire atterrir sur le prix, peut-être avec des éléments qu'il y a dans la présentation, et puis les transformer si possible en mandat exclusif. Et évidemment, pour les acquéreurs, il va rester toujours l'essentiel, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, et c'est là où votre métier, dans des périodes comme ça de changement de cycle, prend encore plus de sens et va demander d'être encore plus professionnel, notamment côté acheteur cette fois-ci, où il va falloir que vous maîtrisiez à nouveau, pour ceux qui démarrent notamment, la découverte financière, que vous ayez un courtier bon et humain qui puisse vous accompagner pour aller au bout des transactions et qu'il n'y ait pas de casse, entre guillemets, sur les prêts immobiliers. Donc ça, c'était sur le vendeur. On a dit aussi que quand je suis sur le marché de suroffre, voilà ce qui se passe. Quand je suis quand je suis en pénurie, voilà ce qu'on peut faire. Quand je suis maintenant, non plus en pénurie, mais j'ai trop d'offres. J'ai beaucoup plus de mandats que prévu. Admettons Paris. Donc là, il va falloir que je devienne à nouveau très bon sur les faire atterrir, évidemment, sur le bon prix de marché. Donc, je vais tenter de vous envoyer à nouveau une vidéo de 45 secondes. Paul est un agent partenaire de Meilleurs Agents. En tant qu'agent immobilier, il est le mieux placé pour estimer l'appartement de Julie. Mais comme beaucoup de vendeurs, Julie a déjà une estimation en tête et surévalue son appartement. Pour la convaincre de fixer le bon prix de vente et gagner le mandat, Paul doit lui présenter des preuves concrètes et pertinentes. En effet, 65% des particuliers estiment que voir le prix de biens vendus similaires est l'argument le plus fort pour les convaincre d'une estimation. Et s'il y a des photos, c'est encore mieux. Pour aider Paul à convaincre Julie, Meilleurs Agents a créé Inventory. Simple et complet, Inventory donne accès à tous les biens vendus sur le marché avec l'adresse, le prix net vendeur et surtout l'ensemble des photos des partenaires Meilleurs Agents. Avec les informations de la base DVF et les 25 000 biens vendus ajoutés chaque mois par nos agences partenaires, Inventory permet de rester informé en temps réel de la réalité du marché. Ainsi, pour rassurer Julie de la solidité de son estimation et de son expertise, Paul peut imprimer un rapport PDF personnalisé qui présente tous les biens vendus dans son quartier, même les plus récents. Résultat, Julie a confiance et elle sait qu'elle est entre de bonnes mains. Quant à Paul, il gagne en efficacité et augmente ses chances de transformer ce rendez-vous en mandat. Vous êtes intéressé? Contactez vite Meilleurs Agents. Normalement, c'est parfait. On est là. Je masque ici, j'avance ici. Si vous l'avez vu, notre outil qui s'appelle Inventory, qui est vraiment la base de données avec photos reprenant DVF et l'ensemble des biens, c'est un fabuleux outil, soit dans certains endroits pour résister à des négociations injustifiées de la part d'acquéreurs ou d'investisseurs. Et puis, c'est un outil, évidemment, dans le cadre du suivi vendeur, qui peut venir en complément d'ailleurs de vos outils à vous, pour faire atterrir le vendeur avec des preuves sur la réalité du prix du marché. Vous savez toujours qu'il y a des phases de déni et de résistance à un moment donné sur ce baisse des prix, et qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'éléments, que ce soit dans notre présentation avec le travail d'Alexandra ou les chiffres qu'on vous apporte là, qui vont vous permettre d'apporter des éléments extérieurs d'ailleurs à vous. Vous savez très bien que le tiers de confiance peut vous aider à convaincre. Donc voilà, et si vous n'avez pas vu les petites vidéos, parce que je ne sais pas si on n'a pas eu un petit truc technique, eh bien évidemment, il suffit de contacter nos conseillers Meilleurs Agents Se Loger et vous aurez une démonstration très rapide de ce que sont nos outils, qu'ils soient pour ceux qui sont en pénurie d'offres, les rendez-vous qualifiés,
mais aussi la carte de prospection pour aller chercher des mandats avant les autres. Et puis, pour faire atterrir les clients sur les prix, bah, évidemment, inventory. Et puis, pour la visibilité, parce que quand il y aura moins d'acheteurs, bah, à un moment donné, il faut que vous passiez en premier, que vous ayez les meilleures diffusions. Et là, on a des outils spécifiques, Se Loger, pour aller chercher les acheteurs avant les autres aussi. Donc, je vous propose de regarder, d'être en contact tout simplement avec votre conseiller. Vous savez qu'on continue, nous, à travers Wikimo Pro, à travers nos infographies, nos formations et YouTube, à laisser enregistrer notamment même cette webconférence que vous allez recevoir, vous, en replay. Vous l'avez sur le magazine Meilleurs Agents en ligne qui s'appelle Wikimo Pro, et là, vous avez toutes les informations, notamment toutes les informations DPE, toute la webconférence qu'on a fait le mois dernier sur comment, évidemment, faire du DPE un nouveau levier de business. Mais ceux qui ont besoin de revoir comment prendre un mandat exclusif vont le trouver aussi. Et puis, sur Se Loger, vous allez trouver tous les articles nécessaires pour conseiller au mieux les porteurs de projets, bien évidemment, mettre en avant votre visibilité avec les fabuleux outils de Se Loger, surtout sa présence massive sur tous les segments. Donc là, vous le retrouvez évidemment librement. N'oubliez pas évidemment de contacter votre conseiller. Moi, je vais faire une petite conclusion, mais d'abord, on va regarder s'il y a encore quelques questions. Je pense qu'on y a répondu dans les grandes lignes. Je peux dire un mot, je vois perspective neuf et ancien. Ancien, on en a largement parlé dans cette webconférence. Sur le neuf, j'ai annoncé un peu vite au début qu'il y avait moins 15, moins 18% aujourd'hui de réservation. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du stock à vendre, bien sûr, mais le neuf est confronté à aujourd'hui des interrogations sur évidemment le foncier, parce qu'il y a un grand manque de terrain. Il y a une politique qui se durcit sur l'artificialisation des sols. Il y a des normes nouvelles qui sont arrivées qui fait que ça augmente non seulement le prix des matériaux, mais aussi le coût de construction en réalité. Plus des nouvelles normes, je pense aux nouvelles normes bien sûr dans le bâtiment, mais également même des détails sur le fait de faire, je sais pas, systématiquement des douches à l'italienne, par exemple, parce que c'est obligatoire, qui vont faire qu'il y a un surcoût, plus des retards de livraison de matériaux. Donc voilà ce qu'on nous on peut dire en tout cas sur le neuf. Et sur le marché, on vient de vous en parler depuis une heure. Donc vous pouvez revoir cette présentation qu'on va vous envoyer en replay avec en plus toute l'actualité à jour du mois d'octobre précisément. Mais cette fois-ci, vous aurez les clés pour tout décoder. Et avant de conclure, je vais regarder s'il y a une question ou deux et passer la main à Alexandra. Excuse-moi Alain, je vois quelques questions, je pense auxquelles je peux apporter un petit éclairage, notamment sur le revenu du couple choisi en exemple. Donc pour rappel, c'est des données de l'INSEE. Nous avons regardé les revenus médians au sein de chaque ville, ou la France quand on parlait de la France. Donc pour un couple de 2 personnes, c'est des revenus qui viennent de l'INSEE. Je vois une autre question sur laquelle je peux apporter une réponse. Est-ce que sur les zones en suroffre, on voit déjà un impact de baisse de vente, de baisse de prix? Pour l'instant, nous, ce qu'on voit avec nos données, ce n'est pas d'impact très significatif, mais c'est des choses qui devraient venir. Voilà, donc pour l'instant, pas de variation très significative, mais ça reste à suivre. Et enfin, des statistiques sur la Lorraine. Donc là, dans un souci de concision, on a essayé d'être assez macro et de donner des ensembles de territoires. Mais n'hésitez pas à aller sur le site de Meilleurs Agents où vous avez des statistiques par région, par ville, de façon plus granulaire. Donc voilà, et nous sommes toujours là pour répondre à vos questions, évidemment. Pour rebondir sur la Lorraine, encore une fois, oui, allez voir les informations qu'on a sur nos sites. Évidemment, Nancy reste une ville, évidemment, et on va vous fournir des articles là-dessus très attractifs, notamment pour les investisseurs. C'est une ville qui est fortement étudiante, qui est très demandée. Les prix n'ont pas encore explosé. Il y a encore de la réserve, entre guillemets. Donc, c'est une ville qui reste dynamique. En tout cas, voilà ce qu'on peut en dire rapidement avant que vous alliez regarder toutes nos informations. J'espère qu'on a pu, soit à travers nos outils et nos services, continuer à enrichir votre chaîne de valeur, essayer d'enrichir et de vous faire gagner du temps avec nos services. J'espère que cette webconférence-là, elle répond à un maximum de vos interrogations dans ce changement de cycle, que vous allez savoir, j'espère, bien vous adapter pour prendre des parts de marché. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de transactions que vous allez faire moins de chiffre d'affaires. C'est quelle posture vous allez prendre, comment vous allez réfléchir et gagner des parts de marché en fait sur le particulier qui est notre concurrent numéro 1 et sur certains de vos confrères. Nous, on se retrouvera soit pour fêter les 30 ans de Se Loger, parce que ça fait 30 ans que Se Loger vous accompagne. On peut vous retrouver aussi évidemment sur le salon Rent,
à nos différentes conférences et puis évidemment sur le salon même avec toutes nos nouveautés. Et cette année, nous venons en force avec des nouveautés. Et puis, encore une fois, sachez qu'au niveau européen, finalement, la France, on se place pas si mal et qu'on est dans une bonne dynamique et qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. C'est pour les nouveaux ou ceux qui découvrent ce nouveau cycle qu'il va falloir sortir un peu de sa zone de confort et aller revoir quelques fondamentaux. Et moi, il me reste à vous saluer, à vous dire à très bientôt et à vous souhaiter bonnes affaires. Donc, on vous dit à bientôt. On vous remercie, toute l'équipe Event, l'équipe Data Science. On vous dit merci, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à fermer ce questionnaire et à répondre à ce que vous auriez besoin comme prochaine webconférence sur des thèmes qu'on peut préparer pendant ce temps-là, sur des vrais besoins que vous avez et à nous mettre vos commentaires et à nous dire bien sûr que vous êtes très satisfait, sinon on n'est pas payé, quoi. Voilà, c'était un clin d'œil pour Séverine si elle regardait cette webconférence.